Alors, j'ai le plaisir d'inviter Batye Or et notre ami de Genève et qui va nous parler d'eux. S'il vous plaît. Batye Or est né au Caire sous le nom de Gisèle Orebi. Aujourd'hui, Gisèle Littman. Dès 1948, les biens de son père sont séquestrés par le gouvernement égyptien. En 1956, la famille subit des discriminations contre les Juifs. En octobre 1957, Batye Or et ses parents quittent l'Égypte pour Londres, déchus de leur nationalité égyptienne et avec une valise chacun. Batye Or est connu pour avoir défini dans un mot la dimitude, la condition particulière et le statut légal des peuples ethnico-religieux imposés par la loi islamique. Elle a écrit aussi un livre, Orabia, traduit en hébreu, où elle a décrit la transplantation de ce statut dhimmi dans l'Union européenne et ses réseaux. Suite à cette publication, Batye Or a subi une campagne d'exclusion sociale. Mais en Europe et aux États-Unis, le mot dhimitude est entré dans le langage courant politique. Les livres de Batye Or ont été publiés en 7 langues. Sheva. Elle a écrit une autobiographie politique et 4 romans sur la dhimitude. Aujourd'hui, Batye Or va nous parler de son livre, le dernier Hamsin des Juifs d'Égypte, que notre association en Israël a traduit et a publié en hébreu. Batye Or, bevakasha. S'il vous plaît. Merci. Avec plaisir. Merci beaucoup. Merci beaucoup, chers amis. Quelle joie de vous retrouver. Je dis retrouver, bien que c'est la première fois que je vous vois. Mais il me semble que vous êtes tous des vieux amis, parce que nous avons passé par les mêmes expériences. Bien sûr, c'était des circonstances différentes pour chacun de nous, mais néanmoins, ce sont des expériences traumatisantes qui nous ont laissé des traumatismes qui ont déterminé nos vies irrévocablement. Je remercie mon amie Levana Zamir, très active et prééminente parmi les Juifs d'Égypte, la communauté des Juifs d'Égypte qu'elle a réussi à rassembler, ce qui n'est pas facile, et puis aussi pour cette place importante qu'elle leur a donnée, soit dans la politique européenne et même internationale maintenant. Et donc elle est bien connue et je la remercie de m'avoir invitée à cette rencontre. Qui permettent, comme on l'a vu hier, des échanges très enrichissants. Pour la jeunesse juive d'aujourd'hui, il est difficile d'imaginer l'Égypte d'autrefois, celle que nous avons connue, des années 30, 40 jusqu'à 60, une Égypte qui comptait 20 millions d'habitants, 1 million d'habitants au Caire, un peu moins à Alexandrie, et qui maintenant en compte peut-être 100 millions. J'ai publié ce livre, le dernier Hamsin, dont vous avez vu maintenant la traduction en hébreu. Je l'ai publié en 2019. Pourtant, c'était un livre que je voulais publier, que je rêvais de publier depuis 1955. En tant que jeune fille curieuse, j'avais remarqué autour de moi l'arrestation des Juifs, les événements dramatiques de la communauté juive. Je m'étais bien rendu compte qu'il s'agissait d'un événement capital, la mort d'une communauté vieille, plusieurs fois millénaire. Et donc, je voulais noter tout cela, non seulement sur le plan humain, mais également sur le plan historique.
Et donc, comme il me semblait impossible d'écrire, de noter tous ces événements sur le papier, j'ai enregistré, je me suis efforcée d'enregistrer tout ce que je voyais dans ma mémoire pour un jour, quand je pourrai pouvoir décrire ce moment dramatique vécu par les Juifs d'Égypte. C'était, et surtout cette atmosphère de panique et d'anxiété dont personne n'osait parler. C'était bien sûr des descentes inopinées de la police dans les appartements, les arrestations la nuit, les expulsions immédiates, les attaques dans les rues quand on reconnaissait les Juifs, le pillage des appartements juifs, et bref, toujours les manifestations monstres contre les Juifs, l'atmosphère haineuse et de peur qui nous tenait tous éveillés la nuit, sur le qui-vive, dans l'anxiété de l'avenir. En quelques mois, une communauté disparaissait. Chacun le savait, mais n'osait en parler parce qu'on avait peur des agents provocateurs, comme on disait à l'époque. Donc chacun vivait dans le silence et la peur d'une fin, d'événements qu'on ne prévoyait pas, mais qui pouvait arriver, d'une tragédie qui pouvait arriver à n'importe quel moment. C'est grâce à André Jabès, représentant au Caire du Congrès juif mondial et qui vivait à Genève, que je pus entreprendre mes recherches sur la période moderne des années 30 à 60, car il n'existait rien à l'époque. André Jabès mit à ma disposition les classeurs qui relataient l'histoire de cette communauté juive d'Égypte, justement à cette époque, moment où sa vie même était mise en question et en fait l'expression de son existence prenait fin. Et donc c'était intéressant pour moi de les lire, car en Égypte, je les vivais au niveau personnel, je notais ce qui survenait à mes amis, mais je n'avais pas une vision collective d'événements qui étaient arrivés à toute une communauté. Je complétais donc ces informations par des interviews d'Égyptiens expulsés après la guerre des 6 jours que j'allais voir à Paris et d'autres Égyptiens réfugiés en Israël, dont Maurice Farjon, que je trouvais un homme vieilli et amer, qui m'offrit son livre, très rare, et avec lequel j'eus le privilège de pouvoir longuement discuter de ces événements. Et ainsi, je pus enregistrer ma documentation par ce qu'il me disait, mais aussi par la lecture de la presse hébraïque que je trouvais à la bibliothèque de l'Université hébraïque de Jérusalem. Enfin, le général Harkabi, qui était un ami, m'a procuré la liste des nazis invités par Nasser, qui était venu en Égypte et qui avait organisé toute la politique anti-juive égyptienne et dont on a parlé hier. Ces nazis vivaient dans des belles villas, dans des quartiers résidentiels en Égypte. J'ai publié leur nom en allemand et leurs fonctions dans le Troisième Reich, et puis leur nom islamisé, parce qu'ils s'étaient tous convertis à l'islam, et leurs fonctions en Égypte. Ils étaient tous attachés au bureau des affaires juives, ils dirigeaient la propagande antisémite en Égypte, et ils entraînaient, pour ceux qui avaient une formation militaire, ils entraînaient les Arabes à la guérilla et au terrorisme contre les Juifs et contre Israël. Avec ces informations, j'ai pu publier un bref condensé sur l'histoire d'Égypte, voici, et qui a été repris en hébreu et publié
en hébreu sous cette forme et qui contenait le premier récit aussi du sionisme en Égypte. Et puis, j'ai pu me renseigner aussi sur tous ces événements et renforcer. J'ai pu ainsi encadrer dans un roman, parce que ce n'est pas de ces livres que je veux vous parler, mais de celui-ci qui est un roman. Mais avec ma formation historique, j'ai pu inscrire le roman dans des faits historiques réels. Et j'ai pu également, grâce à tous les interviews que j'ai fait, j'ai pu faire un portrait différencié des différents groupes ou des différentes personnes qui avaient vécu cette tragédie. Ainsi, par exemple, le personnage de Eliyahu Cohen, que vous trouverez ici, qui est un personnage très attachant. J'ai été l'interviewer à Paris. C'est un personnage en chair et en os. Je voulais donner à ce livre le vécu, non pas le style abstrait de l'analyse historique qui est assez distant. Je voulais donner à mon roman le style de personnages qui ont vécu ces événements, qui les ont ressentis dans leur chair. Et donc, j'ai été interviewer différents personnages et j'ai transcrit donc dans ce livre, dans ce roman, leurs émotions. Le personnage de comment je l'ai écrit, Eliyahu Cohen, j'ai été le voir à Paris. Il sortait de prison. Quelle année? C'était en 1968. Donc, je l'ai interviewé. J'ai enregistré son interview, que j'ai ensuite un peu modifié, mais très peu, pour pouvoir lui donner la forme romanesque. Et donc, c'était... C'était son nom, Eliyahu Cohen? Non, c'était un autre nom. Et j'ai oublié maintenant. Excuse-moi, j'ai oublié son nom. Voilà. Et il faisait partie de ces juifs arrêtés en 67 et qui sortaient de prison. Et donc, eh bien, il décrit ses souvenirs étaient encore très frais et vous le découvrirez dans ce livre. C'est très émouvant. Et donc, vous trouverez aussi différents aspects de cette communauté. Je ne voulais pas décrire un seul niveau de la communauté, je voulais décrire l'ensemble des personnages qui avaient vécu ces émotions-là, cette tragédie. Il me semblait que c'était la classe peut-être la classe la plus vulnérable, celle qui n'avait pas de nationalité pour la protéger, qui avait le plus souffert des persécutions. Et en effet, comme on l'a dit hier, beaucoup de personnes n'avaient pas la nationalité égyptienne parce que l'Égypte ne voulait pas avoir une forte population juive chez elle, surtout avec l'influence des frères musulmans qui se manifestait déjà depuis 1928. Et donc, vous verrez que dans ce livre, donc, traduit en hébreu, le personnage central, qui est une jeune fille, utilise un stratagème. Elle dit « je » ou bien tantôt elle dit « elle », mais c'est le même personnage. Le « je » exprime la personne qui est bien intégrée dans sa vie, dans son identité, dans sa famille, dans son pays. Le « elle », qui est le même personnage, est un personnage qui exprime la coupure de l'exil, l'ablation de l'exil. Elle est séparée de son passé, elle ne retrouve plus son passé, elle est confrontée
a un avenir devant elle, qu'elle doit construire, mais elle n'a pas les instruments pour pouvoir le construire dans le monde nouveau. Et cependant, elle appartient encore à ce passé qui tombe en poussière derrière elle. Donc elle n'arrive pas à se situer entre le passé et le présent ou l'avenir. Je suis sûre que beaucoup parmi vous ont vécu ce traumatisme et la déchirure de la séparation et de la coupure brutale d'une existence passée avec l'exigence impérative de continuer, mais comment continuer? Maintenant, en forme de conclusion, je dois vous faire un aveu, et que j'ai presque honte de vous dire. Celui que je n'ai aucun ressentiment envers les Égyptiens. C'était une situation de guerre, et dans une guerre, il y a toujours des victimes. Et cette fois-ci, c'était nous les victimes. Mais néanmoins, c'est vrai que nous avons tous beaucoup souffert. Nous avons subi des humiliations, nous avons tout perdu, nous avons été déchirés, notre vie, nos familles ont été atomisées. Et nous avons dû montrer le meilleur de nous-mêmes pour recréer une nouvelle vie. Et c'était un challenge. Et je dois dire que nous avons très bien tous réussi. Eh bien, malgré tout ça, je n'ai aucun ressentiment envers les Égyptiens, parce que probablement cette sortie d'Égypte a été une libération. Cela m'a permis de pouvoir vivre, d'abord de pouvoir être heureuse à l'extérieur de l'Égypte, de découvrir la liberté de parler, et dire qu'en Égypte, je n'osais même pas écrire, je gardais tout dans ma mémoire. J'étais une dhimmi sans même le savoir. Je me conformais aux règles de survie qui m'étaient imposées par un pouvoir autoritaire et discriminatoire. Et quand je suis sortie, eh bien, d'abord je me suis mariée, j'ai été heureuse, j'ai fondé une famille, j'ai découvert la liberté, j'ai pu me développer dans la profession que j'ai choisie, celle d'écrivain. Et donc, je n'ai pas regretté l'Égypte, mais j'ai été heureuse de découvrir la liberté. Et je dois aussi vous faire un autre aveu, c'est que hier soir, en vous écoutant tous, j'ai découvert ce que nous tous, nous avons réussi à faire. Nous, le peuple juif, toujours chassé, toujours persécuté de partout, qui n'avons reçu aucun soutien d'aucune organisation internationale. Nous avons pu, sans l'aide de personne, nous avons pu pour recommencer et créer à nouveau, sans demander pitié ou l'aumône à personne. Nous avons pu recréer une vie honnête et arriver à créer ce beau pays qu'est Israël. Maintenant, je voudrais encore un mot au sujet de monsieur. Je voudrais, quand il a parlé de son nom qu'il a reçu au sujet de la synagogue Ben Ezra. Eh bien, dans ce livre, je décris la synagogue Ben Ezra, mais au début du 19e siècle. Alors, ces livres-là décrivent la vie d'une communauté juive. Si vous voulez, c'est la saga de la dimitude. C'est 150 ans d'existence dhimmi dans l'Empire ottoman et en Égypte. Excusez-moi pour ce surplus. Merci. Sur Amazon. Oui. Publication Amazon.